enregistré pour les nouveaux arrivants, je le redis. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ADMA. On vous enverra à l'issue de ce webinaire un mail où vous pourrez retrouver l'adresse Internet de notre plateforme YouTube ainsi que le PowerPoint de présentation. Donc, vous aurez toutes les informations après le webinaire. Ce webinaire sur le système sûr. Donc, le programme est le suivant. Nous allons parler, avoir un petit panorama de l'accidentologie en France après pendant une dizaine de minutes. Nous allons vous présenter le système sûr, quelles sont ses origines, ses applications et ce que veut dire le système sûr en France. Et c'est une présentation qui va durer à peu près une trentaine de minutes. Et ensuite, nous aurons un petit zoom, un petit retour d'expérience du Québec avec la vision zéro. Alors, je me présente, Marie Couvreur-Desvernes, je fais partie de l'ADMA, l'Académie des mobilités actives. Je suis accompagnée ce soir par Clara Vadillo et Clément Duzong, qui seront les animateurs de ce webinaire. Moi, je vais m'occuper de la logistique plus particulièrement et de la gestion des questions-réponses dans le forum. Et puis, pour nous accompagner ce soir, et je la remercie chaleureusement de sa présence, nous accueillons Sandrine Cabana de Gagny de l'association Piéton Québec qui se chargera de vous faire ce retour d'expérience du Québec, en direct du Québec. Je crois qu'il est à peu près minuit chez vous, donc le décalage horaire est assez favorable pour tous. Merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Un petit mot tout d'abord de l'ADMA, puisque c'est notre premier webinaire. L'ADMA, c'est un nouvel organisme qui s'est créé cette année. On est soutenu par le ministère de la Transition écologique et notre objectif, c'est de diffuser la connaissance sur les mobilités actives et d'aider à augmenter, accroître l'expertise en France auprès de tous les acteurs de l'écosystème mobilité active, les acteurs tant publics que privés. Et pour accroître cette expertise, nous développons au sein de l'ADMA deux types d'activités. Le premier, ce sont des formations continues qui à terme vont devenir certifiantes. Donc, ce sont des formations robustes que vous pourrez découvrir sur notre plateforme Internet. Et le deuxième volet, ce sont des matériaux techniques dont ce webinaire pour vous alimenter au fur et à mesure sur des sujets précis. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de l'ADMA. Vous avez le programme sous les yeux. Un petit mot avant de commencer sur la gestion des questions. Donc, vous pouvez inscrire vos questions dans le forum. Donc, le forum, c'est là, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, la plateforme Teams, c'est la petite bulle que vous avez en haut sur votre droite. Vous pouvez inscrire vos questions. En revanche, sur cette gestion du forum, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'attendre un petit peu le déroulé de la présentation pour poser vos questions, parce que peut-être que les réponses vont arriver au fur et à mesure des présentations. Et puis, à l'issue de la présentation de Sandrine Cabana de Gagny, vous pourrez inscrire vos questions et on distribuera les questions au fur et à mesure sur un temps de à peu près 15 minutes. Voilà, donc le webinaire se terminera à 18h30 précise. Et je vous souhaite un bon webinaire et une bon apprentissage sur l'approche système sûr. Clément, je te passe la parole pour commencer sur le panorama de l'accidentologie en France. Super.
Merci beaucoup Marie, merci à tous d'être là et de venir nous écouter pour ce webinaire. Donc pour commencer, moi je vais vous faire une présentation, assez courte, voilà, ce panorama sur l'accidentalité en France. Donc l'idée, c'est essayer d'approcher un peu les principaux enjeux ou en tout cas les enjeux qui nous semblent importants à avoir en tête pour essayer de parler ensuite, voilà, de paradigmes de sécurité routière et notamment de systèmes sûrs. Donc pour commencer, on peut vous afficher l'évolution, voilà, du nombre de tués sur les routes en France entre l'après-guerre et 2010. Donc c'est un graphique qui s'arrête à 2010 et vous voyez sur la courbe en jaune orangé, l'évolution du nombre de morts, sur les dernières décennies, donc sur la deuxième partie du XXe siècle et on voit très bien ce pic d'accidents, enfin de pas d'accidents, justement de morts sur les routes en 1972. Donc là, voilà, sur ce graphique justement, vous voyez, j'ai fourché, mais il s'agit uniquement du nombre de morts. Donc l'idée, c'est qu'on va vous présenter plutôt dans ce panorama uniquement les morts et pas l'ensemble des accidents. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir quelque chose d'assez général pour comprendre les enjeux. Donc, on a le nombre de décès qui a commencé à baisser à partir de 1972. On va le voir juste après avec une succession de politiques et de réglementations, liées à la sécurité routière. Mais on a aussi une augmentation continue sur la courbe en bleu. On voit du nombre de kilomètres parcourus, donc de véhicules kilomètres. Donc c'est intéressant de voir qu'en 2010, si on a des chiffres de morts sur les routes qui sont à peu près similaires à ceux qu'on avait juste après-guerre, étant donné que l'exposition et que le nombre de kilomètres parcourus est beaucoup plus élevé en 2010 qu'en 1950, le risque, entre guillemets, le risque, pour les usagers est par contre beaucoup plus faible. Donc voilà, ça pose la question de l'exposition et du risque, réel et du nombre, de morts sur les routes sur l'ensemble de la période. Donc on voit qu'on a une baisse, donc cette baisse, ça s'explique pour plusieurs raisons. Donc on a une succession de réglementations, hein, depuis les années 70, jusqu'à aujourd'hui, donc des réglementations sur le comportement. Donc à commencer d'abord par des contraintes sur la vitesse maximum autorisée. Donc, depuis 73, les premières réglementations jusqu'à 2018 notamment, voilà, la dernière sur les 80 km/h que vous connaissez tous. Des réglementations sur l'alcoolémie aussi à partir des années 70 jusqu'à 1995 où on a fait baisser, le nombre de grammes par litre à 0,5, en France, la dernière, évolution sur le sujet. Sur la prise de stupéfiants aussi, dans les années 2000, on a mis en place plusieurs réglementations sur le sujet. L'obligation du port du casque pour les 2 roues motorisées aussi, qui a été obligée en 1973, le permis à points et l'usage du téléphone au volant au début des années 2000 avec l'apparition du téléphone mobile. Donc une succession de réglementations sur les comportements, mais aussi sur les véhicules avec, d'autres réglementations, notamment la ceinture de sécurité ou le contrôle technique des véhicules avec, voilà, encore une fois, différentes dates avec différentes évolutions, dans la réglementation. Et ensuite, si on s'intéresse aux chiffres jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'aux années 2020 et sur les différents types de véhicules, différents types d'usagers, on voit bien qu'on a une forte chute, du de dans la du forte chute du nombre de morts sur les routes en France, parmi les automobilistes, mais aussi sur les autres modes, de déplacement. Notamment, on voit les piétons et les vélos dans les années 70-80. Donc évidemment, on pourra l'expliquer après, mais il y a un lien avec l'usage de ces 2 modes. À l'inverse, peut-être la moto qui est un des rares modes où, le nombre de décès augmente, mais évidemment qui a corrélé en fonction de l'évolution de l'usage au cours de cette décennie. Et par contre, si on s'intéresse, voilà, sur la fin de la période, à partir des années 2010, on voit bien qu'on a un plateau, une stagnation de la baisse du nombre de victimes tuées, sur ces années 2010. Donc ça pose la question, voilà, de quelles sont les actions qui sont menées aujourd'hui et comment, essayer de faire évoluer, cette stagnation pour arriver à continuer à avoir une baisse sur l'ensemble, des modes de déplacement. Et donc là, si on fait un zoom uniquement sur les années 2010, on voit bien que cette stagnation, bah, elle est d'autant plus visible. Et donc là, on voit les différents modes de déplacement avec, la voiture en haut en gris, la moto, les piétons, les cyclomoteurs et les vélos.
On voit donc qu'on a à peu près une stagnation pour tous les modes, notamment pour les piétons et pour les cyclistes, donc en vert clair et en vert foncé, avec même une légère augmentation du nombre de décès, à vélo entre 2019 et 2009. Mais encore une fois, voilà, ça pose la question, de l'exposition de l'ensemble de ces usagers aux risques et notamment si on prolonge avec les données de 2020 qu'on a eu il y a quelque temps, on voit bien qu'on a une forte baisse, du nombre de décès. Et évidemment, ça semble évident que cette baisse du nombre d'accidents, elle est liée à l'exposition et notamment aux différents confinements qu'on a eus en cette année 2020. Donc ça pose la question de s'intéresser à l'évolution du nombre de tués sur les routes en lien avec l'exposition de chacun des usagers, notamment de l'évolution de la pratique, des différents modes de transport. Donc si en 2020, bah, la baisse de l'exposition pour tous les modes semble évidente, pour la marche et le vélo, qui sont des modes qu'on souhaite développer et dont on voit une augmentation de l'usage ces dernières années, ça pose la question de comment étudier l'accidentologie au regard de cet accroissement de l'usage, notamment des modes actifs, donc de la marche et du vélo. Et donc ensuite, si on s'intéresse voilà, à l'évolution du nombre d'accidents, notamment des cyclistes, on voit qu'on a beaucoup d'articles dans la presse, qui s'intéressent à l'augmentation, ou au moins la stagnation du nombre, de décès, sur les routes, de la part des cyclistes. Donc on voit ces articles: «Toujours autant de cyclistes tués sur les routes. À vélo, attention au danger. Le nombre de cyclistes tués sur les routes a augmenté de près de 27 en près de 10 ans». Donc voilà, beaucoup d'articles de presse qui se posent la question de cette augmentation ou de cette stagnation du nombre, d'accidents à vélo. Mais évidemment, il faut essayer de corréler ça ou en tout cas d'étudier ça, au regard de l'évolution, de l'usage du vélo. Donc là, j'ai mis des petits chiffres sur, l'évolution de l'usage entre 2019 et 2020 hors période de confinement. Donc c'est une période assez particulière. On sait très bien que la croissance de l'usage du vélo a été assez forte et rapide, quels que soient les territoires. Donc plus 30 dans les territoires urbains, plus 14 dans les territoires périurbains, plus 15 dans les territoires ruraux. Donc on a une forte augmentation de l'usage du vélo qui, de fait, amène, une augmentation, du nombre d'accidents. Donc il ne s'agit pas non plus de dire que c'est une fatalité et qu'on ne peut rien y faire, bien au contraire, ça va être l'enjeu de cette présentation et notamment l'enjeu de présenter des systèmes sûrs, mais ça pose la question d'évaluer le risque par rapport à l'exposition et comment, au regard de l'évolution et de la croissance de l'usage du vélo, on peut faire évoluer le paradigme de sécurité routière. Et donc l'importance d'étudier, l'exposition des cyclistes et des piétons pour évaluer leur sécurité, c'est quelque chose qui a été fait dans la littérature scientifique depuis plusieurs années. Il y a notamment eu un premier travaux de Paul Jacobson en 2003, où il a présenté le concept de safety in numbers, donc sécurité par le nombre, où il montrait bien qu'il y avait un lien entre le nombre de cyclistes et le nombre de piétons, sur un territoire et leur exposition au risque. Et donc notamment en montrant heu, si on projette ensuite les données par pays, on voit bien que voilà, si on s'intéresse à l'usage du vélo dans différents pays occidentaux, donc vous avez à gauche les Pays-Bas où l'usage du vélo est le plus important, donc le nombre de kilomètres parcourus par an par habitant est de 891. Et à l'inverse, vous avez à droite des pays où l'usage du vélo est beaucoup plus faible, notamment les États-Unis avec 48 kilomètres par an ou l'Italie. Et on voit bien que le nombre de cyclistes tués par milliard de kilomètres parcourus à vélo, donc cette fois-ci en jaune, est inversement proportionnel à ce nombre de kilomètres parcourus. Donc tout ça, ça pose la question de s'intéresser évidemment à chaque fois au fait que le risque de décès par cycliste décroît au fur et à mesure que le nombre de kilomètres parcourus à vélo augmente. Donc il faut s'intéresser évidemment quand on a en tête, les questions de sécurité routière et des modes actifs, 2 choses qui nous semblaient importantes à rappeler pour cet début de présentation. Le fait qu'on ait un plateau et une stagnation du nombre de morts sur les routes depuis 2010, donc une première information qui nous semblait importante. Et deuxième information importante, que le risque le risque, de décès pour les piétons comme pour les cyclistes
varie, en fonction de l'exposition, et du nombre de kilomètres parcourus. Donc c'est 2 éléments qui nous semblaient importants et qui posent aussi la question de comment, faire une politique de sécurité routière qui prend en compte, ces usagers pour continuer à avoir une baisse du nombre, d'accidents, sur les routes, en France. Donc après ce premier point, je vais pouvoir passer la parole à Clara qui va vous présenter du coup cette deuxième partie plutôt sur le système sûr, pour pouvoir continuer à dérouler, ce sujet du système sûr. Merci Clément et je vais faire une petite parenthèse pour les personnes qui sont arrivées un petit peu en retard. Comme vient de l'écrire Marie dans le chat, n'hésitez pas à écrire vos questions ici. Essayez peut-être de voir un petit peu dérouler la présentation avant de le faire, mais nous n'avons pas activé les micros de tout le monde, justement pour essayer de canaliser un peu mieux ces questions et également vos vidéos pour des questions de protection de données personnelles. Donc, après cette brève parenthèse, je vais enchaîner justement sur cette deuxième section qui vise à expliquer quelles sont les origines et comment fonctionne l'approche système sûr que l'on peut dénominer comme un nouveau paradigme de sécurité routière. Et avant de commencer, je voulais également vous avertir que on va analyser ici un accident qui a réellement eu lieu. Donc, c'est uniquement, afin de pouvoir vous exposer la façon dont sont traités ce genre d'accidents. C'est une question délicate que nous prenons tout à fait au sérieux, mais qu'il nous semblait très intéressant et important de pouvoir, analyser collectivement. Donc justement, cet exemple est le suivant. Il s'agit, d'un accident qui a eu lieu à Boulogne-Billancourt le 21 juillet 2021, donc en banlieue parisienne. Une collision entre une femme à vélo et un conducteur de poids lourd a eu lieu. Et ce jour même, les secours interviennent, mais la jeune femme ne survit pas. Et donc je voudrais qu'on prenne un peu le temps pour, se poser, la question collectivement des raisons qui auraient pu amener à cet accident. Donc je me suis basée pour avoir les informations, que je vais maintenant vous présenter sur, un article du Parisien, qui s'appelle «Une cycliste de 24 ans tuée par un camion à Boulogne-Billancourt». Donc forcément, je n'ai pas accès aux informations du procès-verbal, donc c'est les informations que l'on va pouvoir, partager ici, mais qu'il me semble important de pouvoir mettre, un peu mieux en lumière avec ces captures d'écran. Donc je vais commencer. L'article du Parisien dit, qu'il est un peu avant 9h30 et la jeune femme circule sur son vélo boulevard de la République. Elle ne quitte pas la piste cyclable, mais problème, un camion se trouve sur sa gauche. C'est au moment où les deux arrivent au croisement avec le quai du Point du Jour que le pire se produit. Le poids lourd tourne à droite et écrase la cycliste, ne lui laissant aucune chance. Donc encore une fois, ces termes sont ceux repris exactement par l'article du Parisien. Et je voulais vous montrer quelles étaient les images de l'endroit où cela s'est produit. Donc ici, on peut voir sur le côté droit la piste cyclable où circulait la jeune femme à vélo et le poids lourd qui était visiblement sur la voie de circulation tout juste à gauche. Donc les deux se sont approchés de cette intersection donc qui est signalisée avec un feu. Et donc la cycliste voulait continuer tout droit, tandis que le conducteur de poids lourd souhaitait tourner à droite et donc c'est là que la collision a eu lieu. Donc encore une fois, une autre vue. Et donc j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour que vous toutes et tous puissiez également, participer à cette réflexion. Selon vous, à quoi pourrait être dû cet accident? Donc Clément va vous partager dans le fil de discussion un lien dans lequel vous pourrez mettre vos éléments de réponse. Donc, je prends un exemple, mais si, donc ce jour-là, c'était pas du tout le cas, mais si le temps était pluvieux, vous auriez pu identifier comme élément possible qui ait causé l'accident, la pluie. Donc vous écrivez dans votre première réponse pluie et si vous avez un autre élément, vous pouvez, l'inscrire dans élément numéro 2 et ainsi de suite. On a mis un maximum de 3 réponses et donc, je vais vous laisser quelques minutes pour que vous puissiez inscrire cela dans le formulaire qui vient de vous apparaître, dans le chat. Et pendant ce temps, je vais redéfiler les images
afin que vous puissiez à nouveau, voir, l'endroit où la collision a eu lieu. Je vais peut-être commencer par le début. Le lien ne s'ouvre pas, quelqu'un me dit. Est-ce je ne peux pas utiliser le formulaire. D'accord, alors excusez-nous, on a un petit souci sans doute technique. Je vais, vérifier que cela fonctionne. J'ai pour ma part déjà 7 réponses au questionnaire. Peut-être faire un copier-coller du lien qu'on vous a envoyé dans le chat. Selon votre navigateur, effectivement, ça peut être le problème. Très bien, dans ce cas, je vais retourner à la présentation. Voilà, j'ai 13 réponses. On va peut-être se laisser quelques 30 secondes supplémentaires. Je suis navrée pour celles et ceux, pour qui ça ne fonctionne pas. C'est peut-être, effectivement une question de choix de navigateur, je ne sais pas. Est-ce que Marie, on peut commencer à continuer avec l'exercice? Alors oui, on peut, continuer. Je vais alimenter au fur et à mesure Très bien. le document. On peut continuer. Très bien, merci. Alors justement, ce que j'aimerais plutôt vous montrer, c'est ici. Ah, par contre, ça ne Alors m'affiche pas de post-it. si, ça t'affiche les post-it, mais pas en couleur. Ah Si d'accord, tu cliques dessus, ça marche. très bien. Si tu veux, Clara, ouais, je peux reprendre la parole. Donc, on va essayer de faire cette présentation à 2 pour cet petit exercice. Donc, vous avez tous pu, ou en tout cas, on l'espère, on s'excuse pour ceux qui n'ont pas pu, mais mettre des éléments qui vous semblent importants, et qui permettent d'expliquer, l'origine de cet accident, à Boulogne. Donc là, on a voilà toutes vos propositions qui apparaissent, donc merci à tous et c'est intéressant de voir déjà, premièrement, le terme angle mort qui est arrivé à plusieurs reprises. Donc Clara essaye de ranger, ces différents éléments dans le support de présentation. Donc angle mort qui concerne, là, on est bien d'accord, le véhicule, donc lié au véhicule, notamment au camion. On a d'autres éléments qui ont pu être regroupés sur la partie centrale, par Clara, avec notamment l'infrastructure peu adaptée, l'absence d'une phase réservée aux cyclistes dans le cycle de feu, possibilité de faire le virage en même temps que la traversée tout droit à vélo. Donc voilà, des questions liées à l'infrastructure, donc carrefour insuffisamment aménagé, manque de signalisation, discontinuité cyclable. Donc là, on voit une catégorie qui se dessine aussi, donc plutôt lié à l'infrastructure, routière et notamment au manque, d'aménagement pour prendre en compte, l'usage du vélo et les déplacements de cette cycliste. Et ensuite, on voit à droite aussi, une autre thématique qui est en train de se dessiner avec les différentes propositions que vous avez pu faire. Donc, imprudence de la cycliste dépassant par la droite à une intersection, cycliste peu attentif, le conducteur du poids lourd a dépassé la cycliste plutôt que de rester derrière. Donc là, on voit une autre thématique également qui se dégage, mais qui est plutôt liée au comportement des individus, que ce soit de la cycliste
mais aussi du conducteur de poids lourd. Et donc là, si on revient sur les propositions sur la gauche où il y avait l'angle mort, donc il y a l'angle mort qui ressort pas mal, mais on voit bien tous ces éléments qui sont liés plutôt au véhicule. Donc l'angle mort du camion, c'est quelque chose qui ressort pas mal, qui est plutôt bien identifié par vous tous. Donc ensuite sur cette partie centrale, on voit plutôt des éléments qui sont liés à l'infrastructure. Donc là, vraiment voilà, des questions de manque d'aménagement cyclable ou même de signalisation. Et sur la droite, des éléments plutôt liés au comportement individuel. Donc là, Clara est en train de créer cette dernière catégorie. Donc comportement, donc on voit vraiment qu'on a ces différentes catégories, c'est ces 3 grands types de facteurs qui sont imaginés par vous tous pour essayer de comprendre les origines de l'accident. On voit vraiment ce triptyque-là qui apparaît qui apparaît dans vos propositions. Donc il y a un peu moins de propositions sur le comportement, pas mal sur l'infrastructure et notamment sur les problématiques d'aménagement. Donc on voit encore qu'il a été rajouté en bas la proximité de la piste cyclable avec la voie de circulation des véhicules motorisés. Donc on a vraiment ce triptyque qui se dégage. Nous, ce qui nous intéresse en faisant cet exercice, c'est justement de voir à quel point, on va le voir ensuite avec la logique de système sûr, mais à quel point il est important, voilà, de prendre en compte ces différents éléments et on voit bien que dans vos propositions, les éléments liés au véhicule, à l'infrastructure et au comportement ressortent lorsqu'on fait une analyse pourtant très brève, heu, de l'événement avec quelques éléments de présentation. Je pense que là, on arrive sur le tri de à peu près tous les éléments, tous les sujets. Je ne sais pas si Clara, tu voyais quelque chose à ajouter sur les différents éléments qui ont pu être proposés? Non, ça me semble déjà très bien. Donc, merci à tous et à toutes pour votre, participation très active. Effectivement, ce qu'on voulait, un peu ici vous montrer, c'était que ces différentes catégories émergeaient assez facilement. Cela dit, je pense qu'on est tous et toutes ici plus ou moins sensibilisés aux questions des mobilités et de la sécurité routière et notamment des mobilités actives. Mais c'est un contraste assez fort, que celui qu'on peut vous présenter maintenant par rapport aux réactions immédiates suite à l'accident. Donc toujours en reprenant l'article du Parisien, le ou la journaliste, je ne sais pas, essaye de discuter avec, l'officier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui lui fait ce témoignage. Donc: «Les cyclistes, comme tous les conducteurs, doivent faire preuve d'une vigilance sans faille. Faire attention aux angles morts en fait partie. Ils doivent impérativement porter les équipements de protection individuelle, à commencer par le casque et le chasuble fluo. Ils doivent non seulement respecter eux aussi le code de la route à la lettre, mais également améliorer leur visibilité.» Donc, comme vous pouvez le voir ici, les réactions portent essentiellement sur le comportement des usagers et c'est assez intéressant parce que, contrairement à ce que vous avez pu nous proposer comme, élément qui avait, beaucoup trait aux infrastructures et aux véhicules, ici on se focalise vraiment sur, la cycliste en particulier. Et donc en fait, ce témoignage est assez illustratif d'une approche basée sur la culpabilité. Une approche de sécurité routière qui, à partir d'un accident, attribue la responsabilité uniquement aux usagères et aux usagers, dont la philosophie est la suivante: les usagères et usagers sont en réalité tenus responsables de leur propre sécurité et donc ils n'ont pas le droit à l'erreur. Les politiques publiques qui découlent de cette approche visent essentiellement à punir les comportements qui sont perçus comme dangereux, au moyen de sanctions et de mesures éducatives uniquement. Mais si on reprend l'exemple sur lequel on a travaillé collectivement, on aurait pu se poser la question, au-delà des usagères et des usagers, de savoir si le poids lourd était équipé de détecteurs de présence, comme quelqu'un le disait ici pour ces angles morts, si les feux donnent la priorité aux piétons et aux cyclistes, quels sont les temps de phasage, l'infrastructure oblige-t-elle les conducteurs motorisés à réduire la vitesse au croisement? On aurait également pu se demander si disons des actions de police avaient eu lieu à ces différentes intersections un peu conflictuelles, entre autres. Et donc, quand on se pose
la question de qui a causé la collision, on tombe très rapidement sur cette approche basée sur la culpabilité. Or, il est beaucoup plus intéressant de se poser la question de la raison pour laquelle cette collision est survenue. Et donc, qu'on se pose cette question, on ouvre la porte à une plus grande collaboration entre les différents secteurs. Donc, les parties prenantes qui agissent pour la conception du système de voirie et des transports, pour celles et ceux qui construisent ce système, qui le gèrent, et également ceux et celles qui en font usage. Donc, ici, l'usager n'est plus le seul tenu responsable, mais il partage cette responsabilité avec ses autres parties prenantes. Et à partir de cette philosophie ou de cette façon de voir la responsabilité, les actions mises en place sont un peu différentes. On peut ici faire un zoom et voir que les actions devraient porter idéalement sur 5 domaines complémentaires. Donc tout d'abord, la maîtrise de la vitesse, c'est-à-dire l'abaissement de la vitesse maximale à une vitesse qui est justement compatible avec l'être humain et qui puisse être encore mieux contrôlée. Des rues et des routes indulgentes, c'est-à-dire des infrastructures qui sont conçues et mises en œuvre pour lever le doute des usagers sur la façon dont ils devraient circuler à tel ou tel endroit et donc éviter des erreurs. Mais si également quelqu'un fait une erreur, parce que c'est assez humain, que l'on puisse au moins se rattraper et donc que ces infrastructures soient indulgentes. On a également besoin d'agir sur des véhicules plus sûrs. Quelqu'un le mentionnait déjà pour les angles morts, mais il y a également des systèmes de freinage automatique qui fonctionnent maintenant très bien pour les poids lourds. Donc, utiliser la technologie pour rendre ces véhicules sûrs, non seulement pour les passagers et les conducteurs, mais également pour les personnes qui sont à l'extérieur. Des comportements adaptés, c'est-à-dire des comportements qui permettent aux différentes usagères et aux usagers de partager la route en toute sécurité. Cela à voir forcément avec des dispositifs de contrôle et de dissuasion de comportements dangereux, mais aussi avec des messages de bienveillance et d'une meilleure cohabitation. Et finalement, des actions qui portent sur les soins aux accidentés qui sont également très importants. Donc, une fois que la collision est survenue, si elle était difficilement évitable, il faut tout du moins essayer de minimiser les conséquences de ces accidents. Et donc cela, vous l'aurez compris, c'est l'approche du système sûr, donc qui par opposition à l'approche basée sur la culpabilité, conçoit qu'à partir d'un accident, la responsabilité de mettre en place ce système de voirie et de transport est en réalité partagée par ceux qui le conçoivent, qui le construisent, qui le gèrent, mais également qui en font usage. La philosophie derrière cette approche est que l'erreur humaine est possible et donc il vaut mieux essayer de composer avec l'erreur humaine plutôt que de l'écarter. Le but ici est de prévenir tout accident qui peut être évité et de minimiser les conséquences de ceux qui sont inévitables. Et finalement, les politiques publiques découlant de cette approche système sûr essaient de baser les décisions qui sont prises, les actions qui sont mises en œuvre sur les faits. Et les actions portent justement sur des causes systémiques des accidents dans 5 domaines complémentaires qu'on a déjà évoqués. Donc la vitesse, les rues et les routes indulgentes, les véhicules, les comportements et les soins aux accidentés. Mais donc ce qu'il est intéressant également de se poser comme question est de savoir où l'on en est exactement en France. Et la question n'est pas si évidente. On peut voir qu'en France, il y a des actions systémiques qui sont mises en œuvre depuis fort longtemps. Au niveau de l'État, par exemple, on a une action transverse sur les questions de sécurité routière depuis 1974 avec la création de la délégation interministérielle à la sécurité routière. Il y a également des professionnels du secteur de la sécurité routière qui travaillent depuis plusieurs dizaines d'années sur cette notion d'infrastructure qui pardonne, donc les rues et les routes indulgentes dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a un dispositif, ou en tout cas des programmes d'éducation routière qui sont mis en place depuis longue date et qui ont fait beaucoup évoluer les connaissances et les compétences que pouvaient avoir les différents usagères et usagers au moment de circuler dans l'espace public. Les collectivités territoriales, quant à elles, ont également beaucoup d'actions en lien avec la sécurité routière. Elles agissent sur les infrastructures, notamment, par exemple, comme on le voit sur cette photo, quand un accident survient, des analyses poussées sont réalisées pour essayer de déceler les causes de ces accidents, y compris dans les infrastructures. Et des actions de sensibilisation sont également menées auprès des différentes parties prenantes. Cela dit, en France, on voit également qu'il y a une certaine importance qui est accordée encore à la culpabilité.
Donc, par exemple, ici, on peut voir un message de la délégation justement à la sécurité routière qui indique que les cyclistes doivent se méfier des angles morts. Donc, c'est un message qui est très, très similaire à celui qu'on a vu dans l'article du Parisien. Et ce n'est pas un message isolé. On peut voir, par exemple, ici, dans cette analyse du journal Libération, que sur une année de tweets de la délégation, on pouvait voir que les messages étaient essentiellement adressés aux usagers et en plus en majorité aux usagers que les conditions actuelles rendent vulnérables, donc les piétons et les cyclistes. Et donc on voit que malgré cette tradition tout de même assez forte de mettre en place des actions systémiques, on a encore des aspects de communication et en tout cas de messages portés sur la sécurité routière qui est tout de même assez centré sur la culpabilité. Et donc en résumé, en reprenant un peu des éléments que Clément a déjà présentés au début, on peut voir que la politique de sécurité routière en France a eu de bons résultats historiques depuis les années 70, c'est indéniable. Cela dit, depuis les années 2010, on constate un effet de plateau. Cet effet de plateau, de stagnation du nombre de tués et de blessés sur les routes, ce n'est pas une caractéristique propre à la France. On l'a également observé dans d'autres pays du monde entier, et notamment européens. Cela dit, certains pays dans l'Union européenne ont tout de même continué à progresser sur la sécurité routière. Et ici, on peut voir sur le graphique à droite que la position relative de la France par rapport à d'autres pays européens a chuté du 8e pays en termes d'efficacité de politique de sécurité routière, du 8e rang au 14e en 2019. Donc, ce n'est pas inéluctable, il y a tout de même des choses à faire et à améliorer pour la sécurité routière. Et donc, on peut voir qu'en France, on agit sur les infrastructures et les comportements. Cela dit, des améliorations sont possibles, notamment dans le secteur des véhicules. On peut prendre comme exemple cette mesure des étiquettes d'angle mort sur les poids lourds notamment. On sait très bien que d'autres mesures auraient pu être prises. Et l'approche systémique, bien qu'elle soit présente, elle est insuffisamment comprise et quelquefois mise en pratique par certains acteurs. Donc c'est là pour nous toute la question, ne serait-il pas intéressant finalement de rendre ce concept de système sûr plus lisible à toutes ces parties prenantes de la sécurité routière, mais pas uniquement, également des mobilités. Donc Juste, voilà, oui. Clara, je te coupe 2 petites secondes. Juste, je vois qu'il y a une main levée d'Abel. Guggenheim, il est possible de poser sa question à l'écrit ou de la garder pour la partie question qui sera du coup à la fin de la présentation. Donc, gardez bien les questions pour la partie question à la fin. Pardon Clara, je te repasse la main. Non, tu as raison, merci beaucoup. Et donc maintenant qu'on a pu analyser collectivement cet accident, voir un peu la différence entre votre analyse de la situation et les réactions qui s'y opposent et comprendre d'où vient, comment fonctionne le système sûr, on voudrait partager également avec vous les origines justement de cette approche de sécurité routière et voir quelles sont les applications ailleurs qu'en France. Donc, dans cette frise chronologique, on peut voir donc tout à gauche, en 1974, la création de la délégation interministérielle pour avoir une référence historique. Dans les années 90, l'approche pour un système sûr naît, donc aux Pays-Bas et en Suède. Maintenant, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Et ensuite, à partir des années 2000-2010, cette notion de système sûr est de plus en plus exportée à l'international et affirmée dans des déclarations. Donc, je vais commencer d'abord par 1992, donc le concept de sécurité durable qui est originaire des Pays-Bas. Donc, ce concept est justement mis en place, enfin pensé, mis en place aux Pays-Bas à partir de l'observation d'une stagnation également dans le nombre de tués et de blessés sur les routes et dans les rues. Et donc, il est décidé à échelle nationale de lancer un programme de différentes mesures qui portent essentiellement sur les infrastructures, mais également une refonte de certaines réglementations de la route et des contrôles de plus en plus importants, donc par les forces de police, pour justement améliorer la sécurité routière. Donc ces mesures ne sont pas uniquement lancées, elles sont également évaluées de façon très détaillée et ensuite généralisées si l'impact positif est observé. Et donc justement, on a pu voir que
entre guillemets, cet ensemble de mesures qui a commencé à être notamment mise en œuvre en 1998 a eu un impact très positif puisque la réduction annuelle des décès a plus que triplé sur la période 1998-2007 comparé à la décennie antérieure. Donc les progrès ont réellement été assez importants. Et ce qui nous paraît également très intéressant sur cette notion de sécurité durable, donc un système qui est durablement sûr, et que ce n'est pas seulement une série d'actions qui est mise en œuvre, mais c'est surtout une vision qui est maintenant partagée par l'ensemble des professionnels de la sécurité routière aux Pays-Bas. Et donc là, vous pouvez voir par exemple la 3e édition de leur rapport de sécurité durable qui vraiment établit une vision sur le moyen et long terme et qui en est déjà justement à sa 3e édition, donc à chaque fois revue, améliorée et en tout cas qui est largement comprise et mise en pratique par le secteur aux Pays-Bas. Donc ça, c'est le cas des Pays-Bas depuis 1992, mais en Suède, en 1997, on parle non pas de sécurité durable, mais de vision zéro. Donc certains et certaines d'entre vous le connaissent peut-être. Il s'agit d'une vision selon laquelle on cherche à atteindre 0 décès et blessures graves. Donc attention à ne pas confondre. Certains pensent qu'il s'agit de 0 accident, ce n'est pas le cas, c'est 0 décès et blessures graves. Et donc cette vision est adaptée et intégrée, disons plutôt, dans le cadre juridique suédois dès 1997, ce qui ouvre la porte à ce que de nombreuses actions puissent être mises en place de façon coordonnée sur l'ensemble du territoire. Et donc, à partir de ce moment-là, l'action de sécurité routière est renforcée, notamment autour de la communication de ce que veut dire la vision zéro, et donc vraiment d'essayer de diffuser ce message non seulement parmi les professionnels, mais également les citoyens et les citoyennes. On améliore considérablement les données d'accidentalité de sécurité routière en croisant à la fois les données des forces de l'ordre, mais également celles des hospitalisations, ce qui permettent d'aller un peu à la source de chacun des accidents et d'essayer de comprendre comment ils ont eu lieu et ce qui peut être amélioré pour les éviter. Il y a également un renforcement du dispositif de contrôle et de dissuasion des comportements dangereux, donc notamment à travers les forces de l'ordre, etc. Et donc l'impact est également notable. Donc là, on part de l'année 2000. On peut voir que le nombre de décès et pour lequel la Suède, on aurait pu avoir les informations des blessés graves puisqu'elle existe. On peut voir une réduction assez importante depuis les années 2000, malgré donc le nombre de véhicules qui augmente lui aussi. Cela dit, entre 2010 et 2020, on voit que de nouveaux chefs de file apparaissent, donc pas forcément les Pays-Bas ni la Suède, mais on peut voir que la Norvège, par exemple, a également adopté la politique de vision zéro. Et donc la réduction du nombre de décès et de blessures graves est encore plus constante qu'en Suède et aux Pays-Bas, où on peut observer également depuis les années 2010 un certain effet de plateau. Donc comme je le disais, ce n'est pas uniquement propre à la France. D'autres pays européens ont également quelques difficultés à continuer à avancer, mais on peut voir que la Norvège, en tout cas, a trouvé la recette qui fonctionnait pour son contexte. Et en tout cas, cette politique de vision zéro est largement adoptée et semble efficace pour d'autres pays également. Et donc, nous allons maintenant passer à la partie plus internationale. Donc, on peut voir que dès 2010 est lancée la décennie d'action pour la sécurité routière. Donc, cette décennie a pour objectif de stabiliser puis de réduire le nombre prévu de décès imputables aux accidents de la route dans le monde d'ici 2020, donc à l'époque en 2010. Et elle met en exergue un plan d'action sur 5 piliers qui, en fait, font appel aux 5 dimensions que l'on évoquait tout à l'heure sur le système sûr. Néanmoins, on peut voir que cette action n'a pas été suffisante. En tout cas, justement, le bilan de cette décennie d'action montre que l'objectif n'a pas été atteint parce que ça a été plus que sur le fond un changement sémantique qui aurait dû être accompagné de plus de moyens et en tout cas d'une mise en œuvre beaucoup plus importante. Cela dit, au niveau européen, en 2017, la déclaration de La Valette est adoptée au Conseil sur la sécurité routière. Et donc, cette déclaration, justement, met de la même façon que la déclaration de Stockholm, qui cette fois-ci a une approche plus internationale et moins régionale, a comme objectif de réduire de 50% le nombre de morts et de blessés en 2030 et de tendre en 2050 vers 0 décès et blessures graves. Donc, je précise bien que la France
comme les autres États membres européens, a souscrit à cette déclaration de La Valette, mais également la déclaration de Stockholm qui cette fois-ci n'est pas européenne, mais internationale. Ces 2 déclarations font appel au système sûr et appellent également les États à mettre en œuvre des mesures telles que l'apaisement des routes et des rues, mais également de promouvoir les modes actifs. Donc, il est intéressant de voir que cette approche de système sûr qui a des dénominations différentes en fonction du pays est en tout cas de plus en plus prise en compte sur le plan régional, international, national, mais comme on peut le voir aussi maintenant, local. De plus en plus de villes mettent maintenant en place la vision zéro qui est basée sur cette notion de système sûr. Et donc, par exemple, en 2014, New York est une des villes qui a fait le plus grand bruit en mettant en place son plan de vision zéro, étant donné que c'était des actions de sécurité routière qui étaient traditionnellement perçues comme quelque chose de plutôt national. Et en tout cas, dans les Amériques, la vision zéro a beaucoup pris de force, donc dans plusieurs villes du Canada, des États-Unis, de l'Amérique latine, mais également en Grande-Bretagne et en Australie, parmi d'autres pays. Ce qui est intéressant de ces politiques locales de vision zéro, c'est qu'elles s'attachent beaucoup à la place que l'on peut donner aux mobilités actives. Et donc maintenant, justement, j'aimerais donner la parole à Sandrine pour qu'elle puisse nous parler de la vision zéro au Québec. Et son propos, je pense, illustrera beaucoup mieux ce que j'ai essayé de vous montrer avec cette dernière diapositive. Merci beaucoup, Clara. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir pour vous, ce midi pour moi, pour vous présenter un peu comment la Vision Zéro a été déployée au Québec, mais aussi pourquoi Piétons Québec s'est intéressé à ce déploiement, puis qu'est-ce que ça donne en fait pour les piétons du Québec de tendre vers l'approche Vision Zéro. Donc, avant de commencer, rapidement vous présenter le Québec et notre réalité. Donc, au Québec, c'est un peu plus de 8 millions d'habitants, donc 1/8 de la population de la France pour un territoire beaucoup plus étendu, donc presque 2,3 fois la taille de la France. Aussi vous dire que la grande majorité de notre population occupe le sud du Québec uniquement. Donc, on a de grands territoires et on a un aménagement du territoire qui est éparpillé, étendu. On a aussi un contexte qui est très nord-américain, donc la culture de l'automobile est vraiment forte. Les distances à parcourir sont longues et l'automobile est pour beaucoup de personnes une véritable extension de soi. On a beaucoup de routes aussi au Québec. On est dans une logique du tout à l'auto. Les coûts d'entretien du réseau, à la fois du réseau national, mais aussi du réseau local, fait en sorte qu'il y a peu de marge pour les mobilités actives. Dans plusieurs municipalités, villes, l'aménagement de voies cyclables ou de trottoirs même est vu comme de l'extra. Donc, ça ne fait pas partie des aménagements de base nécessairement. On a plusieurs routes, là, même dans les milieux de vie, donc des routes du réseau national là, qui ne comportent aucun trottoir. Aussi vous dire en introduction que la planification des transports et la sécurité routière est une compétence provinciale, donc pour vous situer aussi par rapport au rôle du Canada. On a des municipalités, dans les municipalités locales, près de 107 000 km de routes, rues et chemins locaux. Donc, les villes, municipalités ont quand même un rôle important à jouer pour la sécurité routière également. Donc, vous présenter rapidement Piétons Québec. On est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2015 pour faire entendre la voix des piétons. Notre objectif, mission, c'est d'améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes qui se déplacent à pied. Et pour ça, on travaille à transformer les environnements urbains, réglementaires et culturels. On fait plusieurs campagnes de sensibilisation, des projets aussi qui visent à documenter et partager les meilleures pratiques. Et également, on fait des activités de représentation là, auprès du gouvernement provincial, fédéral, mais aussi auprès des municipalités. Au Québec, l'adoption de la Vision Zéro s'est faite en plusieurs temps. Donc, en octobre 2017, il y a eu plusieurs forums sur la thématique de Vision Zéro. C'était un concept qui était peu connu à cette époque-là au Québec. Ces forums étaient organisés par des partenaires avec la collaboration de Piétons Québec.
Ensuite, en février 2018, il y a eu un appel à l'action lancé par 6 organisations, dont Piétons Québec, mais aussi un centre de recherche universitaire qui a aidé également à la crédibilité là, de l'approche. Cet appel à l'action-là a été entendu parce qu'en avril 2018, il y a eu un engagement par le gouvernement du Québec dans sa politique de mobilité durable à se doter d'une stratégie de sécurité routière basée sur l'approche Vision Zéro. Il y a également eu, en 2018, des modifications législatives au Code de la sécurité routière, là, donc qui encadre les règles de la route au Québec pour introduire le principe de prudence. Je pense que vous êtes quand même à l'aise avec le principe de prudence, mais en gros, c'est que le plus gros usager a un devoir de prudence envers le plus petit. Donc, il y a une notion de bienveillance, comme Clara parlait dans l'approche système sûr. Mais par contre, au Québec, de la façon dont le principe de prudence a été introduit au Code, il y a quand même une limite. Donc, on indique également que l'usager vulnérable doit adopter des comportements assurant sa sécurité. Donc, on n'est pas encore dans le principe de prudence de façon totale. Au niveau municipal également, comme Clara le disait, là, c'est le cas au Québec aussi. Il y a plusieurs municipalités qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes puis d'appliquer la Vision Zéro à leur niveau. Donc, en septembre 2016, pour la Ville de Montréal, il y a eu l'annonce de l'adoption de l'approche, donc même avant le gouvernement provincial. Et puis, il a fallu attendre, par contre, avril 2019 là, avant d'avoir un plan de mise en œuvre, donc des actions plus concrètes, une déclaration officielle et puis vraiment un plan d'action là, pour mettre en œuvre l'approche. Il y a également d'autres municipalités, par exemple la ville de Drummondville, qui a quelques centaines de mille d'habitants, qui s'est dotée d'un plan de mobilité durable qui est basé sur l'approche système sûr. Donc, il n'a pas déclaré l'adoption de la Vision Zéro, mais qui, dans ses actions, met vraiment de l'avant l'approche de système sûr. Donc, pourquoi il y a eu ces changements vers Vision Zéro au Québec? Ben, en fait, ça ressemble un peu à ce que Clément vous a présenté. Donc, nous aussi, au Québec, on avait une stagnation du bilan routier dans les dernières années. Donc, il y a eu le constat que l'approche traditionnelle en sécurité routière ne permettait plus de faire des gains pour réduire là, les décès et blessés graves au Québec. C'est le cas également pour les piétons. Donc, si on regarde là, depuis 2011, il y a vraiment une stagnation des piétons décédés, même une augmentation là, dans la deuxième moitié de la décennie. Donc, il y a vraiment eu le constat que Vision Zéro aiderait à faire des changements au niveau du bilan qui ne s'améliore malheureusement pas pour les piétons au Québec. En plus, au Québec, on avait quand même une amélioration légère au niveau des passagers véhicules, conducteurs véhicules et donc les autres types d'usagers de la route, ce qui fait en sorte que dans les dernières années, la part des piétons parmi les décès routiers ne cessait d'augmenter. Donc, c'est un peu plus là, de 1 décès routier sur 5 qui est un piéton au Québec. Donc, chaque jour au Québec, c'est près de 8 personnes qui sont victimes d'une collision lorsqu'ils se déplaçaient à pied. De ce nombre, on a 5 victimes par semaine qui subissent de graves blessures et 1 décès tous les 6 jours. Donc, pour nous, c'était très important comme enjeu et c'est pour ça qu'on s'est impliqué dans la mise en œuvre et dans l'application de Vision Zéro. En plus, au Québec, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les piétons aînés sont vraiment surreprésentés parmi les victimes décédées. Donc, c'est près de 50% des décès piétons, alors qu'ils représentent environ 18% de la population. C'est vraiment une situation qui est inquiétante, sachant que la province connaît un vieillissement rapide de la population. Donc, si on ne fait rien, en fait, le bilan routier pour les piétons risque d'encore plus s'accroître. On le sait, les piétons qui avancent en âge sont plus vulnérables, donc les réflexes sont moins rapides, ils ont plus de risques d'être dans une situation routière dangereuse, mais en plus, ils sont plus fragiles physiquement. Donc, les risques de décès ou de blessures graves lorsqu'il y a une collision sont vraiment plus élevés. On assiste aussi au Québec à une augmentation du taux de motorisation.
Donc, par rapport à la population, là, les véhicules ont augmenté de 41 alors que la population a monté seulement de 15 dans les 20 dernières années. Donc, c'est aussi un facteur de risque là, qui exige un changement d'approche vers le système sûr parce qu'on ne peut plus se contenter de sensibiliser parce que l'augmentation on augmente l'exposition au risque là, parce qu'on a une augmentation du taux de motorisation. En plus, au Québec, comme pour le reste de l'Amérique du Nord, on voit une augmentation de la taille et de la masse des voitures. Donc, on a de plus en plus de SUV sur nos routes. Les voitures sont de plus en plus grosses, plus en plus massives, ce qui comporte un risque accru de blessures graves ou de décès pour les usagers vulnérables s'ils sont appelés par ces véhicules. J'ai aussi déjà parlé de la population vieillissante qui est préoccupante. C'est aussi important parce que, en fait, on sait que les piétons aînés sont plus prudents. Les personnes aînées sont de façon générale plus prudents dans leur déplacement. Donc, l'argument de sensibiliser ces personnes à avoir un comportement sécuritaire fonctionne moins quand on constate que la moitié des piétons décédés sont des personnes de 65 ans et plus. On réalise rapidement qu'il ne suffit plus d'éduquer les usagers et de considérer qu'ils doivent avoir un comportement sans faille. Il faut vraiment changer d'approche. Donc, cette nouvelle approche de système sûr bénéficie aux piétons parce que, en fait, avant son adoption au Québec, puis avant qu'on commence à parler de vision zéro de façon plus prononcée, on pointait beaucoup du doigt la distraction des piétons comme étant un facteur lié à la hausse des décès chez ces usagers. Dans l'opinion publique, on cherchait toujours à trouver ce que le piéton a fait, ce qu'il devait faire pour assurer sa sécurité. Donc, comme dans l'exemple que Clara vous a présenté, malheureusement, lors de la collision avec la cycliste. Pourtant, quand on regarde le cadre bâti au Québec, en considérant la place de la voie publique qui est accordée à la voiture au détriment de la marche ou des autres usagers vulnérables, on constate que la distraction des piétons et des piétonnes n'est pas un problème majeur. En fait, il faut changer l'environnement bâti pour assurer la sécurité des usagers vulnérables. Donc, le changement d'approche vers Vision Zéro permet vraiment de s'éloigner des causes individuelles, puis de s'attarder à la responsabilité collective que notre société a de prévenir des collisions évitables, mais aussi les facteurs de risque et les facteurs aggravants en cas de collision qui ne seraient pas évitables. Donc, ça permet vraiment d'aborder les collisions mortelles autrement et d'identifier ce que la société peut faire pour les prévenir. Donc, on arrive à une responsabilité partagée. Et cette approche permet aussi de questionner la place faite aux usagers vulnérables dans le système routier, puis d'agir sur ce système routier pour qu'il prévienne les collisions graves et mortelles. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué depuis le début de la présentation, je parle de collision plutôt que d'accident. C'est un changement de vocabulaire qu'on a décidé de faire au Québec. L'ensemble des associations qui s'attardent aux usagers vulnérables pour justement mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas de simples accidents, mais ces collisions peuvent être évitables. Parlant de changement dans les messages, on transfère de plus en plus justement vers le fait que ces collisions sont évitables, que 0 est le seul chiffre acceptable. Donc, ça permet vraiment de passer à l'action, de parler de cette façon-là, parce que si on accepte que c'est qu'on peut éviter ces collisions, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose pour les prévenir. Donc, ça permet vraiment le passage à l'action. Donc, on a eu une publicité de la Ville de Montréal lors du lancement de Vision Zéro qui parle de ce changement de vision. Donc, je vais laisser Clara démarrer la publicité. Je ne sais pas si vous entendez, mais moi, je n'entends pas la publicité. Non, petit souci technique. Je vais le refaire. Ça devrait fonctionner. On doit être dans les quelques centaines, assurément. Une trentaine? Une vingtaine, non, une cinquantaine. Peut-être centaine? 200 personnes. 20, 25, que je ne penserais pas qu'il y en a plus que ça. Une centaine? Peut-être une centaine. Ça devrait faire peut-être une centaine, non? Une centaine de personnes? 1000? Je dirais 1000.
1000? Il doit en avoir vraiment beaucoup, là. Ouais. 1000? Ouais, je dirais quelque chose comme ça. Ouais. À peu près 1000 à 1500. Entre 500 et 1000 personnes? Je dirais une cinquantaine. Moi, je voudrais moins de 100. À peu près une centaine, à peu près, grosso modo. Une vingtaine. 10, on va dire. Environ 181 à tous les 2 jours. On serait quand même pas pire en amélioration. Acceptable? Non, j'accepte pas ça. Là, c'est aucun. Moins 10. Je souhaite toujours 0 là. Dans ma famille, aucun. Je n'accepterai aucun. 0. 0. Aucun? 0. C'est sûr, 0. Personne. Pas de mort dans ma famille. Aucun. 0. 0. 0. 0. 0, 0, 0. Absolument aucun. Donc, on voit ce changement dans les messages et cette acceptation que ces décès sont évitables et qu'on peut faire quelque chose dans la société là, pour les prévenir, de plus en plus dans les médias puis dans l'opinion publique. Je vous ai mis là, deux exemples. On commence à parler de ce qui peut être fait, des aménagements routiers déficients, du fait qu'il y a un excès de vitesse dans un quartier résidentiel, c'est criminel. Donc, on parle de plus en plus en statuant le fait que ces décès sont évitables, des causes et de ce qu'on peut faire comme société pour les prévenir. On a aussi des politiques gouvernementales qui permettent à des organisations comme Piétons Québec d'avoir un peu plus de levier pour inviter les différents décideurs à mettre en place des actions pour prévenir les décès et blessures graves. Donc, par exemple, on a une stratégie de prévention en sécurité routière qui met de l'avant l'approche système sûr. Chez nous, l'agence de la SAAQ là, qui s'occupe des messages de sensibilisation s'occupe seulement du volet sensibilisation par rapport à la sécurité routière. Mais on a des messages qui sont de plus en plus axés sur le partage de la route, qui visent à mettre de l'avant l'humain chez les usagers vulnérables et également le principe de prudence envers les usagers plus vulnérables. On a également l'axe vitesse qui vise à dénormaliser les petits excès de vitesse, surtout dans les milieux de vie, parce qu'on sait qu'ils ont un grand impact là, par rapport aux usagers vulnérables. Je vais vous en parler juste après. On a également eu un engagement dans la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec qui nous permet une accroche là, pour demander au ministère des Transports d'aménager ces routes en tenant compte du système sûr, donc avec ajouter des trottoirs, par exemple. Bon, tout ça, ça nous permet comme organisation d'avoir un peu plus de poigne, mais c'est pas parfait. On est à l'étape des politiques gouvernementales. La mise en application n'est pas parfaite encore. Au niveau des aménagements et de la conception routière, l'approche système sûr permet de s'attarder à l'enjeu de vitesse qui est vraiment un élément déterminant pour la sécurité des piétons. Donc, on le sait, si un piéton est tapé à 30 km/h, il y a 90 de chances de survie, alors que ces chances chutent drastiquement s'il est tapé à 50 km/h, donc à 25 de chances de survie. Au Québec, avant l'adoption de l'approche Vision Zéro, il y avait peu de limitations à 30 km/h. Donc, la base, c'était de 50 km/h dans les milieux de vie, avec en plus une banalisation des excès de vitesse. Donc, on se retrouvait souvent avec des vitesses pratiquées de 60-70 km/h. Grâce à Vision Zéro, on peut abaisser ces vitesses-là, s'attarder également à la conception des rues qui doit prévoir des vitesses sécuritaires pratiquées, donc avec la modération de circulation, par exemple. Puis aussi de prévoir de séparer les usagers là, lorsque la vitesse est trop élevée. On le voit donc dans les aménagements. Oui. Donc, des vitesses abaissées, l'ajout d'odornes allongées qui commence à apparaître un peu partout au Québec, des zones 30 aussi de plus en plus dans les quartiers résidentiels.
Au niveau des aménagements et de la conception routière, on souhaite de plus en plus rééquilibrer le partage de l'espace entre les différents utilisateurs. L'approche système sûr demande un repartage de cet espace pour diminuer l'exposition au risque et pour que ces usagers aient des espaces sécuritaires et conviviaux où circuler. On le voit surtout au niveau municipal. Donc, on a plusieurs municipalités qui se sont dotées de politiques lorsqu'ils refont les rues, de ne pas refaire les rues à l'identique, mais vraiment le gabarit est revu pour ajouter des voies cyclables, des espaces piétons sécurisés. On a aussi plusieurs nouveaux projets et programmes de sécurisation aux abords des écoles, d'ajout de mesures pour modérer la vitesse de circulation. Il y a aussi, par exemple, à Montréal, un changement dans la programmation des feux de circulation pour avoir une phase piétonne réservée là, en début de feu à toutes les intersections. Donc, il y a vraiment des exemples de réaménagement en tenant compte du système sûr qui se font de plus en plus dans les municipalités au Québec. Au niveau de l'axe véhicule sécuritaire, on a encore beaucoup à faire au Québec, mais l'approche Vision Zéro a amené une réflexion par rapport à ces enjeux-là. Donc, pour les véhicules lourds, les camions, on a un changement qui a été fait dans quelques règlements municipaux pour les véhicules lourds, les camions, donc d'ajouter des protections latérales, des caméras et autres dispositifs de sécurité. Il est en développement et en discussion en ce moment de se doter à la Ville de Montréal d'une Standard Direct Vision pour les camions, là. Donc d'avoir une catégorisation des véhicules qui est basée sur cette approche qui a été mise en place, par exemple, à Londres. On a aussi l'enjeu des SUV qui est un gros enjeu là, au Québec, en Amérique du Nord en général. On voit que cet enjeu-là, aux États-Unis, il y a de plus en plus d'études qui soulignent le fait qu'il est directement associé à la hausse des collisions pour les usagers vulnérables. Donc, chez nous, le nombre de SUV a augmenté entre 1990 et 2018 de 306 %. Donc, c'est énorme. C'est les véhicules personnels des gens qui sont vraiment de plus en plus gros. Donc, c'est vraiment un enjeu et on commence à travailler sur cet enjeu-là. Puis, avec Vision Zéro, ça nous permet d'avoir encore une fois des arguments pour amener le gouvernement à agir. Finalement, au niveau des impacts, au-delà de la sécurité des piétons, bien, c'est sûr que l'approche Vision Zéro permet de mettre de l'avant la création de milieux de vie accessibles, agréables et attractifs. Ça permet aussi d'investir pour favoriser la mobilité durable, la mobilité collective, parce qu'on enlève ensuite des véhicules sur la route et on diminue l'exposition au risque. Cette approche permet aussi une plus grande équité dans les transports. C'est important à rappeler parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir une voiture, donc c'est pas tout le monde qui peut se déplacer en véhicule motorisé. Donc, c'est vraiment une approche qui est basée sur l'équité. On améliore aussi la qualité de vie des citoyennes et des citoyens et on pense à la sécurité des déplacements pour toute la population, y compris les enfants, personnes âgées, les personnes ayant des limitations fonctionnelles. Donc, c'est vraiment une approche qui est transversale. Bien sûr, je vous ai montré tout ce qui était beau au Québec et tout ce qui s'est fait de positif depuis la transition vers l'approche Vision Zéro. Mais c'est sûr que c'est qu'un début, beaucoup reste à faire. Le changement d'approche vers Vision Zéro prend du temps, c'est pas facile, c'est un véritable changement de paradigme. Puis au Québec, on commence tout juste à avoir un changement dans la façon d'aborder la sécurité routière. Aussi, c'est pas linéaire ni uniforme, donc on assiste à des reculs, il faut maintenir la pression, mais on avance dans la bonne direction. Puis Vision Zéro est vraiment nécessaire, c'est l'approche à suivre. Également, comme l'a mentionné Clara, il y a des difficultés de compréhension autour de l'approche Vision Zéro au Québec également. Il faut briser les silos, il faut se doter d'une compréhension commune. Pour certaines personnes au Québec, la Vision Zéro est seulement une cible ou un slogan. Ça a été utilisé pour se faire du capital politique dans certains cas, mais dans d'autres cas, l'annonce Vision Zéro a aussi suscité une levée de boucliers dans la population qui voyaient un recul de leurs droits comme automobilistes. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau communicationnel là, pour se doter d'une compréhension commune autour de l'approche. Puis également,
Ce qui est difficile avec l'approche Vision Zéro, c'est qu'on ne voit pas les impacts tout de suite sur le bilan routier. Donc, il y a vraiment l'importance de se doter de cibles intermédiaires et d'indicateurs autres que des résultats sur le bilan routier. Par exemple, la vitesse affichée sur le réseau routier, le pourcentage de kilomètres parcourus qui respectent la limite de vitesse. Ces indicateurs permettent de mesurer l'avancement parce que c'est comme quand on se fait demander, par exemple, par des médias, ouais, ben là, Vision Zéro, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir ces indicateurs-là pour pouvoir justifier le plan et où on s'en va. Donc, également, au Québec, c'est sûr que les changements là, au système routier rencontrent beaucoup de résistance encore. Tout le monde est pour la vertu, pour la sécurité routière, mais lorsqu'on parle de changer la configuration des rues devant chez soi ou devant l'école de son enfant pour allouer plus d'espace aux piétons, par exemple, ou ralentir la circulation, il y a de la résistance au changement. Donc, ça prend un courage politique, puis les planifications politiques aident vraiment à ce que le changement soit plus facile à opérer, puis à donner une direction là, vers où on veut aller avec ça. Donc, voilà le résumé de comment on a déployé l'approche Vision Zéro au Québec, puis de ce que ça donne pour les piétons. Je repasse la parole à Clara, je pense, pour la conclusion. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Sandrine. C'était très intéressant. Et si vous avez des questions, on va bientôt passer à cette phase. Donc, ne vous impatientez pas. Je vais juste conclure très rapidement. Donc, on a pu voir que l'accidentalité en France est réduite de façon très prononcée depuis les années 70. Cela dit, elle stagne depuis quelques années. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas cantonné à la France. Comme l'a montré Sandrine, ça avait déjà lieu au Québec et dans d'autres pays européens notamment. Il faut, cela dit, prendre en compte la notion d'exposition. Dans un contexte notamment d'augmentation de l'usage du vélo, il est important de pouvoir remettre les pendules à l'heure. Une collision est, comme on a pu le voir à travers cette analyse collective, une collision n'est pas due uniquement à des comportements. Il y a en réalité une multiplicité de facteurs derrière toute collision et il est important de pouvoir les prendre en compte dans leur complexité. Et finalement, les approches de sécurité routière plus traditionnelles basées sur la culpabilité sont encore à l'œuvre. Elles s'opposent, disons, dans leurs extrêmes à une approche plus systémique ou de système sûr. Il est important de voir que, donc, à l'opposé, donc basées sur la culpabilité et systémique, ce sont vraiment des visions qui sont relativement opposées et qui amènent à des réponses politiques également assez différentes. Et finalement, il est important de voir, donc notamment grâce à ce que nous a présenté Sandrine, on voit que le système sûr est un processus à mener sur le long terme. Donc, ce n'est pas parce qu'on se dote d'une loi, par exemple, de sécurité routière qui annonce le système sûr que c'est bon, on y est. Il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre pour que les résultats puissent être visibles dans les années à suivre. Et c'est pour ça qu'un plan multi-annuel avec des objectifs à court, moyen et long terme est très important de mettre en place avec des actions de suivi qui peuvent aussi nous permettre de rebrousser chemin et quelquefois de corriger les actions déjà mises en œuvre. Et comme on a pu le voir également, ce système sûr et s'il est mis en œuvre de la bonne façon et compris également compris d'une même façon par les différents acteurs des mobilités et de la sécurité routière, il peut favoriser les mobilités actives. Donc, comme le montrait Sandrine au Québec, les piétons, mais également d'autres usagères et usagers que les conditions actuelles de la voirie et des transports rendent vulnérables. Voilà, donc c'est tout pour nous. C'est parfait, je vois qu'on a encore une quinzaine de minutes pour la partie des questions. Donc je vais cesser de partager le diaporama. Alors peut-être effectivement dans le chat, il y a quelques questions. Juste avant de les aborder, il y a un participant qui nous a dit que sur le site de la SAAQ au Québec, il y avait de très bonnes vidéos à visionner. Donc, je laisserai aux participants le soin de les visionner s'ils le souhaitent. Une question s'agissant de la réglementation aux Pays-Bas, Suède, Québec, Espagne ou ailleurs.
Est-ce qu'il existe une réglementation pour faire respecter le code de la route et qui pourrait inciter en fait la France à se doter, voilà, d'une réglementation pour faire respecter le code de la route, qui est également une réglementation. Donc toujours la question de la réglementation pour faire respecter la réglementation. Est-ce qu'il y a des choses qui existent, peut-être pour Sandrine, au Québec? En fait, non. Puis c'est un enjeu parce que le principe de prudence dont je vous ai parlé, qui a été introduit au Code de sécurité routière en 2018, n'a pas été enchâssé dans les règlements du Code de la sécurité routière, donc il n'est pas réellement applicable. Donc, c'est un dossier vraiment qu'on suit de proche pour qu'il y ait des changements justement législatifs. Mais en fait, ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est que on a un travail aussi avec le ministère de la Sécurité publique pour que les articles qui sont dans le code actuel soient appliqués davantage par le service de police. Puis je pense que ça rejoint une autre question qui était dans la conversation. Des fois, c'est pas le manque de règlement qui est le problème, mais c'est le manque d'application de ces règlements. Par exemple, les priorités piétonnes au passage piéton. Nous, au Québec, c'est vraiment pas respecté. Donc, il y a aussi une sensibilisation là, à faire au niveau des services de police pour que ces principes-là, ces règlements-là, finalement, soient mieux appliqués. Effectivement, il y avait aussi, un participant beaucoup plus haut dans la conversation qui, donnait l'exemple de l'Espagne aussi qui, permettait de visionner les vidéos de surveillance pour, pouvoir, verbaliser, il me semble, notamment en Espagne et si on ne respecte pas le dépassement à 1,50 m de cycliste en Espagne, on peut perdre 3 points a priori sur son permis. Effectivement, vous avez, Sandrine, répondu à la question un peu de l'impartialité de la police, au Québec. Comment la police, perçoivent, les piétons et les cyclistes? Est-ce qu'il y a des campagnes de sanctions, de mise en danger, comme il peut y avoir en France, par exemple, quand les cyclistes, roulent sur le trottoir, il y a des campagnes de sensibilisation et de sanctions derrière. Est-ce qu'au Québec, il y a ce type de campagne? Oui, effectivement, il y a des campagnes de sensibilisation, puis en fait, beaucoup des efforts de prévention pour la sécurité des usagers vulnérables se fait autour de la rentrée scolaire au Québec. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup le service de police, puis il y a beaucoup d'actions de prévention qui sont faites là, au mois de septembre lors de la rentrée des classes. Mais nous, ce qu'on déplore un peu, c'est que justement, ces actions-là ne soient pas faites à plusieurs moments dans l'année, puis au-delà des abords des écoles, parce que la sécurité des piétons, des usagers vulnérables ne se limite pas à ces endroits-là. Donc, c'est pas parfait de ce côté-là au niveau des services de police. Encore beaucoup reste à faire. Toujours pour Sandrine, une question sur est-ce que vous pouvez revenir sur les infrastructures indulgentes? Est-ce que c'est Sandrine ou Clara, je ne sais plus, qui avait évoqué ce type d'infrastructure et donné un exemple? Oui, alors, les infrastructures indulgentes ou qui pardonnent, il y a différentes dénominations derrière ça, sont celles qui permettent, par exemple, de lever le doute, pour les usagers quant à la bonne façon, entre guillemets, de circuler. Donc, un exemple, très facile est, par exemple, de signaliser, l'endroit où peuvent se mettre, les cyclistes, au feu. Donc c'est des mesures qui ont l'air assez banales, mais en fait, elles permettent de rendre plus clair, la façon dont on peut mieux, se protéger les uns les autres. Donc forcément, les cyclistes qui se mettent, à l'avant des conducteurs de véhicules, sont mieux perçus, enfin plus visibles et cela permet de réduire, déjà le disons le risque, d'accrochage. Donc ça, c'est une infrastructure qui est déjà indulgente dans le sens où voilà, elle permet de lever le doute et donc, entre guillemets de favoriser des comportements,
plus sûrs les uns envers les autres, mais ce sont également des infrastructures qui permettent, si quelqu'un commet une erreur, parce qu'encore une fois, le système sûr reconnaît que l'erreur est humaine, qu'une fois que l'erreur est commise, il y a au moins possibilité de rattraper cette erreur pour qu'il n'y ait pas de conséquences graves, voire fatales. Donc par exemple, c'est un exemple des années 70, mais les autoroutes séparées par une médiane, avant ça n'existait pas forcément, ce n'était pas généralisé. Donc le fait de mettre une médiane, c'est également pour permettre aux conducteurs de, si jamais voilà, ils dévient de leur voie de circulation, qu'ils puissent rattraper leur erreur, ou en tout cas, si collision finale il y a, en tout cas que les conséquences soient moins graves. Donc en fait, le concept d'infrastructure indulgente est très large. Il peut s'appliquer à différentes échelles, mais il s'agit en tout cas d'utiliser ce concept de façon moins réactive et plus préventive, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on peut, à travers la généralisation de ces infrastructures, éviter dans la plus grande mesure possible les collisions. Et encore une fois, si les collisions ne sont pas possibles, qu'au moins on puisse réduire les conséquences de ces collisions. Merci Clara. Une question pour Sandrine. Je crois qu'on a pas mal de participants qui viennent d'associations. Donc, comment les associations peuvent-elles influencer les pouvoirs publics pour faire évoluer le code de la route? Dans le sens, bien sûr, du partage de l'espace public, vous avez pu nous montrer, Sandrine. C'est une grande question. Je pense qu'il y a plusieurs actions là, qui peuvent être mises en place. En fait, puis je connais mal le code de la route en France. Je ne sais pas, vous êtes rendu où, puis comment, quelles seraient les prochaines actions. Mais je pense que déjà de s'impliquer localement pour que les collisions graves ou mortelles ne soient plus vues comme des simples accidents, mais qu'il y ait vraiment une mobilisation pour montrer qu'il y a quelque chose qui peut être fait. Ça, déjà, ça peut aider par rapport à la mise en place d'un système sûr. Pour ce qui est du code de la route comme tel, c'est ça, j'ai de la misère à répondre parce que je ne connais pas où vous êtes rendu. Peut-être que Clara et Clément pourraient mieux répondre. C'est vrai qu'au niveau associatif, au niveau local, pour faire changer le code de la route, ça semble compliqué, mais en effet, c'est cet élément de montrer que les accidents ou que les collisions sont pas des événements banals et des événements qu'il faut éviter qu'il faut éviter. Après, c'est peut-être plus au niveau national et au niveau des fédérations nationales. Peut-être que le poids des associations peut être entendu pour faire évoluer le code de la route, et aussi les questions, notamment, ça a été évoqué plusieurs reprises, les questions liées au comportement individuel. C'est vrai que l'approche du système sûr propose un peu de décentrer le regard pour ne plus s'intéresser uniquement au comportement individuel, mais prendre en compte les questions d'infrastructure et de véhicules. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus se poser les questions au niveau individuel, et notamment au niveau de la réglementation, notamment sur le permis de conduire. Parce qu'il y avait une question notamment sur la réglementation spécifique aux Pays-Bas ou en Suède ou même au Québec sur le respect du code de la route. Pour le cas de la Suède, si on prend par exemple l'exemple de l'alcoolémie, les Suédois sont beaucoup plus stricts. Déjà, l'alcoolémie autorisée au volant est beaucoup plus faible, donc c'est seulement 0,2 grammes par litre, et puis les risques d'amende sont beaucoup plus élevés. En France, c'est 135 €, alors qu'en Suède, c'est plusieurs milliers d'euros, et puis une perte de permis quasi assurée. Donc je pense que c'est aussi sur des réglementations qui sont plus fortes, mais qui doivent évidemment se faire de manière tripartite avec l'évolution de l'équipement et puis de la réglementation des véhicules. J'ai un peu détourné la question, mais peut-être que Clara, tu as d'autres éléments aussi dessus?
Une autre question en lien avec l'infrastructure ou du moins les outils d'aménagement. Il y a 2 questions qui se ressemblent un petit peu. Est-ce qu'on peut dire que la zone de rencontre, donc la zone de rencontre, c'est une zone à 20 km/h, entre autres, est-ce qu'on peut dire que c'est une infrastructure indulgente? Et comment, alors c'est une autre question, mais je la pose en même temps, comment convaincre un maire d'une ville de 40 000 habitants, c'est assez précis quand même comme question, que le double sens cyclable n'est pas dangereux? Comme il pense, il le déclare et c'est effectivement le cas pour, beaucoup d'élus. Donc est-ce qu'une zone de rencontre est une infrastructure indulgente? Et comment, démontrer que le double sens cyclable n'est pas si accidentogène que ça? Qui souhaite, répondre? Moi, peut-être pour la première, je ne sais pas si Clément, tu peux commencer à réfléchir pour la deuxième, mais en tout cas, pour une infrastructure indulgente, encore une fois, les principes que nous avons exposés ici dans le webinaire, en fait, visent à donner une vue générale de comment fonctionne le système sûr. Ce sont des principes à appliquer, mais ensuite qui doivent être adaptés au contexte de chacune des localités qu'ils mettent en œuvre. Donc, par exemple, une infrastructure telle qu'une zone de rencontre, elle peut en principe être une infrastructure indulgente, mais c'est là la difficulté. Il faut en tout cas l'expérimenter, l'analyser, voir quels sont les conflits qui peuvent en émerger et voir en tout cas comment la mettre en œuvre de la meilleure façon qui soit pour atteindre justement 0 décès et blessures graves. Je ne sais pas, je n'ai pas suffisamment d'informations concernant les zones de rencontre dans tout le territoire pour savoir si c'est actuellement le cas, mais si ça l'était, on pourrait peut-être parler d'infrastructure indulgente. Ce qui est important en tout cas de comprendre, c'est que ces principes décrivent l'approche systémique de sécurité routière. La mise en œuvre est ensuite très importante et à adapter en fonction des différents contextes. Et je ne sais pas si Sandrine, tu voulais réagir justement sur ce point? Oui, je trouve que c'est une question vraiment intéressante parce qu'on a un peu la même question ici avec les rues partagées qui sont essentiellement des zones de rencontre à 20 km/h également. Puis, ça dépend de la mise en œuvre. Comme le disait Clara, si on fait que mettre une affiche 20 km/h, puis on déclare que c'est une rue partagée ou une zone de rencontre, ben c'est pas une infrastructure qui pardonne. Si on aménage la rue pour forcer un respect de vitesse à 20 km/h, par exemple à l'aide d'aménagement de dos d'âne allongés ou de saillies de trottoir, etc., ben là, à ce moment-là, par l'aménagement, on rend la vitesse sécuritaire pour la cohabitation avec les piétons parce que si par malheur, il y a une collision, ben, la vitesse de 20 km/h est sécuritaire par rapport aux piétons. Là, donc, les chances de décès sont vraiment très faibles. Donc, peut-être une petite nuance. On a le cas ici au Québec de municipalités qui déclarent une rue partagée juste en mettant le panneau. C'est pas ça un système sûr. Donc, c'est important que l'aménagement suive aussi ce type d'infrastructure. Pour la question des doubles sens cyclables, ouais, Clément, un élément de réponse. Oui, Puis dans le chat, il y a une personne qui nous a envoyé un lien toujours sur des vidéos intéressantes à visionner. Oui, pour la question des doubles sens cyclables, alors j'ai pas encore pu regarder la vidéo qui a été envoyée, mais en tout cas, je pense que la majorité des territoires qui ont mis en place les doubles sens cyclables qui ont appliqué cette mesure ont eu des craintes de la part des élus, des techniciens et ou des citoyens. Donc je pense que c'est entre guillemets une étape normale dans l'application de ce type de nouveauté du point de vue du code de la route. Évidemment, c'est utile et nécessaire de dire que ça n'a pas forcément d'impact sur la sécurité réelle et que les accidents sont pas, enfin, il n'y a pas forcément une hausse du nombre d'accidents suite à ce nombre à ces ouvertures-là. Mais bon, ça, je pense que les associations sont au courant. Après, il faut prendre en compte la sécurité perçue, que c'est perçu comme étant dangereux, que ce soit de la part des élus, des techniciens ou même des automobilistes qui n'ont pas l'habitude de voir ces cyclistes arriver en double sens. Donc, être conscient de ça, que c'est perçu comme étant quelque chose de dangereux, même si ça ne l'est pas forcément.
Et peut-être que le meilleur moyen pour argumenter et pour arriver à convaincre, c'est de peut-être contacter les territoires, les élus, les techniciens qui l'ont mis en place dans leur collectivité, et pour essayer de comprendre comment eux ont pu, avec le temps peut-être, faire lever les craintes, tout simplement avec la mise en place et plusieurs années de mise en place de double sens, sans qu'il y ait un chamboulement, une forte hausse de l'accidentalité sur leur territoire. Donc, moi je dirais que l'argument premier, c'est peut-être de mobiliser des territoires qui l'ont mis en place, pour essayer de venir faire l'écho, de ces bonnes pratiques dans des territoires pour qui ce choix est encore délicat. Et en France, on a de plus en plus de communes qui ont mis en place ce double sens cyclable-là. Je pense notamment à Sceaux, en région parisienne, qui est une des premières villes à avoir généralisé le double sens cyclable il y a déjà plusieurs années. Donc, trouver des élus ou des techniciens de ces services pour essayer de leur demander de rencontrer ou de participer au plaidoyer auprès de vos élus locaux. Merci Clément pour cette information. Il n'y a pas de questions supplémentaires dans le fil de la discussion. Vous avez plutôt des ressources à visionner sur la question des doubles sens cyclables et sur la sécurité, notamment à Paris sur les doubles sens cyclables. Donc, vous avez pas mal de ressources. Un petit point réglementaire, dans les zones de rencontre, de fait, le double sens cyclable est instauré. Donc, c'est aussi, ça peut aussi être un argument. Il est pile 18h30. Je pense qu'on peut clôturer ce webinaire en remerciant tous les participants et notamment Sandrine d'être venue nous présenter le cas québécois. On vous rappelle simplement qu'un mail vous sera adressé avec support de présentation et lien vers la chaîne YouTube de l'ANMA qui vous permettra de revoir ce webinaire. On vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Bonne soirée. Merci à vous pour l'invitation. Merci à tous. Bonne soirée.